Bonjour, nous allons parler de la culture de l'énergie au quotidien. C'est quelque chose que nous faisons spontanément, bien sûr, par exemple à travers la nourriture. Nous prenons les aliments qui sont adéquats pour notre corps, mais aussi pour notre esprit, puisque les situations, les rencontres, les expériences nous cultivent, nous nourrissent, et c'est quelque chose que l'on va choisir en général, en fonction peut-être de son éducation, peut-être par rapport aux disponibilités à l'extérieur, et puis avec quelque chose qui va nous pousser, qui va nous attirer d'un côté ou de l'autre. Alors parfois ce sera propice, d'autres fois non. Comme certains aliments auxquels on peut être allergique, ou d'autres qui au contraire vont faire du bien à notre corps, qui vont aussi nous donner du plaisir et qui vont faire que quelque chose à l'intérieur va grandir, puisque cette cet enrichissement de notre structure va solliciter les forces au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel et énergétique. Ce sont toutes les dimensions de notre être qui sont traduites par la rencontre avec différents aliments pour nos différentes facettes. Et donc, c'est quelque chose que l'on va chercher plus ou moins instinctivement. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être guidées, qui vont faire en fonction de leur éducation, de leur connaissance, parfois de leur a priori, et puis d'autres qui vont plutôt se laisser aller à leurs sensations. Et leur intuition va leur donner un petit peu les informations nécessaires à ce qui est propice pour leur développement. Donc dans la nourriture au quotidien, on peut voir les choses physiques. Alors par exemple, comment est-ce que je me nourris? Est-ce que je suis un régime particulier? Est-ce que je mange toujours de la même façon? Est-ce que je varie au contraire? Ou bien est-ce que je fais aussi en fonction de mes humeurs? Est-ce que je fais selon mes envies? Est-ce que ça varie d'un moment à l'autre? Est-ce qu'à certains moments, par exemple, je vais me jeter sur le sucre ou les aliments gras? Et est-ce qu'à d'autres moments, je vais être plutôt dans quelque chose de plus équilibré, avec une variété d'aliments et je vais laisser un petit peu les choses se faire en fonction de mon état. Il y a toutes ces questions-là un petit peu à se poser. Comment est-ce que je me nourris physiquement déjà? Parce que ceci traduit aussi un état émotionnel. Évidemment, les aspects émotionnels et psychiques sont interdépendants de la nourriture. Par exemple, comme je le donnais, l'exemple du sucre, hein, c'est vraiment très courant. Lorsque je travaille intellectuellement, je vais demander à mon cerveau de faire un effort, donc je vais consommer de l'énergie. Alors en plus, si ce sont des études ou si c'est pour mon travail, pour ma profession, j'ai peut-être un enjeu supplémentaire et donc je vais avoir un stress aussi. Le corps va dépenser de l'énergie, donc va demander à en récupérer, d'où l'aspiration vers le sucre, l'attraction, mais aussi, comme je le disais, cette pression que je vais prendre en moi, qui va remuer un petit peu mon intérieur, et du coup, ça va donner une compulsion. Peut-être parce que je crée un vide à l'intérieur, et ce vide peut être à la fois un vide d'énergie, puisque je dois nourrir mes muscles, mon cerveau, tout le fonctionnement de mon système, mais aussi un vide au sens émotionnel et psychique, puisque peut-être que dans mon travail, je ressens un manque d'attention. Je donne beaucoup, je fais des efforts, et puis en retour, on me malmène et je n'ai pas vraiment. Ça fait des années que je n'ai pas eu de promotion. Les collègues ne me rendent pas la tâche facile, les clients n'ont pas vraiment de respect pour moi, et j'ai l'impression que je fais le travail des autres à leur place, qui ne me convient pas forcément aujourd'hui. Donc, dans cette perspective-là, j'ai l'impression qu'il y a un trou béant dans ma vie et que ce manque de respect, ce manque de considération est quelque chose, dont j'ai besoin et que je n'ai pas, que je n'arrive pas à obtenir. Alors, le plaisir, la compensation, je vais la trouver dans la nourriture, en particulier peut-être le sucre. Et c'est ça en fait qui va faire que, même si je ne m'en rends pas compte, je rentre le soir et je vais me jeter sur le paquet de chips, ou bien je vais ouvrir le frigo et me faire des tartines de confiture ou je ne sais quoi. Et dans la nourriture, je vais rajouter encore plus de sucre, d'autant plus qu'il y a pas mal de sucre dans les nourritures industrielles. Alors, même si j'essaie de faire un régime, en fait, le régime risque de ne pas fonctionner, puisque cette tendance vient de l'intérieur, et non pas d'une règle
euh, que je pourrais édicter. C'est pas quelque chose que je peux raisonner. C'est une énergie, c'est une force qui vient de l'intérieur et qui va agir sur ces pulsions, sur mes mouvements et aussi plus largement dans mon expérience de vie. Euh, si la vie est un petit peu aigre, que je la ressens un petit peu comme ça, euh, c'est peut-être aussi parce que à l'intérieur, dans mon corps, il y a peut-être trop d'acidité. L'acidité étant aussi souvent en relation avec une pression mise sur l'organisme, qui fait que les muscles vont relâcher de l'acidité, les organes vont travailler et relâcher plus de toxines, comme le foie par exemple, hein, qui dans certains cas va prendre sous le coup de la colère, imaginons, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu me donner ce que j'attendais de lui, et c'est une situation répétitive, donc au bout d'un moment, je suis exaspéré, eh bien, je vais renforcer l'acidité dans mon corps, et ce faisant, je vais introduire une destruction. Ça va nourrir cette énergie de colère, mais en même temps, ça va m'infliger une souffrance, aussi bien physique que mentale, et en passant par l'émotion. Alors la nourriture physique, l'aliment que j'ingère au quotidien, c'est vraiment déterminant par rapport non seulement à ma santé, mais aussi à mon bien-être, puisque, comme je l'indiquais, ça traduit une souffrance, ça traduit un manque. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de s'équilibrer lorsque je vois que peut-être il y a un excès qui vraiment me malmène. Hein. Imaginons vraiment, j'arrive à un niveau de sucre qui fait que je suis à la limite du diabète, par exemple. Ou que je fais de la goutte, ça c'est des choses qui peuvent arriver, eh bien peut-être que je vais prendre des mesures pour réguler mon état de santé. Mais il faut voir que sur le fond, c'est la souffrance qui est inhérente à ma propre personne qui va solliciter ce genre de réaction. Alors le travail sur l'énergie, donc ici au sens physique, c'est aussi un travail sur soi. Un travail sur soi dans le sens où je vais essayer de me décrocher par rapport à ces compulsions. Je vais essayer de ne plus agir sous la contrainte, mais de faire des choix. Alors, on va reprendre l'exemple précédent, qui est quand même courant. Hein. On me met la pression au boulot, j'en ai marre, je fais un burn-out, un burn-out comme on dit. Eh bien, bon, c'est tranquille, je suis en arrêt, je me repose, je suis bien, ça va de mieux en mieux. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, ben je sais que je vais reprendre le travail. Et en fait, plus la date fatidique approche, et plus je me sens de nouveau mal. Donc, est-ce que je recommence un cycle de burn-out? Est-ce que j'arrive à prendre sur moi, et puis jusqu'à ce que j'implose? Ou bien est-ce que je trouve une solution? Alors, il n'y a pas une solution, mais des solutions propres à chacun. Dans ce système émotionnel qui finalement vient me réveiller, puisque si je suis tranquille, je suis bien satisfait de ma situation, de ma condition, je n'ai pas besoin de bouger. Par contre, quand il y a une aiguille, un petit peu un aiguillon qui vient me botter un peu les fesses et me dire attention, là ça ne va pas du tout, quitte à me rendre malade, eh bien j'ai envie de bouger. Alors bien sûr, par excès, ça peut donner l'inverse, hein, ça peut donner une inertie et puis je ne fais plus rien du tout. Mais cet aiguillon est souvent quand même responsable de nouvelles actions, de choix différents de par le passé. Et grâce à cette motivation, à ce feu qui va me réveiller, je vais me nourrir à d'autres sources. Donc ici, la source est le stress. C'est-à-dire que, comme je le disais, par rapport à l'aspect professionnel, le manque de respect, donc en fait le manque de lien, le manque d'amour, et donc il y a aussi un côté parfois affectif, hein, parce que si je ne suis pas capable avec mes collègues ou avec mes clients de trouver un angle d'approche, à trouver une vision, si ce n'est commune, en tout cas une vision à partager, que j'arrive en tout cas à partager à l'autre, et que j'arrive aussi à accepter l'espace de mon vis-à-vis, eh bien peut-être que il y a ce petit ou gros travail à faire d'ouvrir, de me rendre disponible, de ne pas me placer en tant que victime, c'est-à-dire à chaque fois présenter la tête et puis dire voilà, la joue droite, la joue gauche, faire un aller-retour, bim, voilà, est-ce que vous êtes content? Non, on recommence. Bon, au bout d'un moment, vous aurez les joues enflammées et je suis pas sûr que ça améliore la situation.
Par contre, si vous acceptez que la situation est telle qu'elle est, plutôt que de dire oui, mais l'autre, il fait ceci, oui, mais l'autre, c'est cela, et que vous envisagez des possibilités pour vous, eh bien, certaines énergies vont peut-être pouvoir se déverrouiller et commencer à se remettre en mouvement. À partir du moment où j'arrête de considérer que c'est l'extérieur qui m'implique, mais que c'est moi qui m'implique dans l'extérieur, c'est-à-dire que je me mets dans le flux des choses. Je participe à l'ensemble, et donc je suis toujours dans le bon sens, entre guillemets. Parce que quand je me retrouve en résistance, eh bien, au bout d'un moment, ça va craquer, ça va casser. Et je ne serai pas satisfait, je vais être frustré, et je vais en souffrir. Par contre, si je vais dans le sens du courant, eh bien, il y aura toujours un moyen de se raccrocher, un moyen de se diriger, un moyen de s'orienter. Et même si ça n'est pas facile, c'est pas parce qu'on va dans le bon sens, entre guillemets, que tout est, comment dire, tout arrive sur un déclic en claquant des mains. Mais la chose fait que je vais peut-être mieux le vivre, même si ce sont des épreuves avec une grande difficulté. Et donc cette énergie avec laquelle j'entre en contact ne va pas venir frotter dans le sens où ce sont des épines que je m'enfonce. En fait, c'est une sorte de flagellation, hein, même si je ne m'en aperçois pas. Mais c'est un travail de friction. En fait, je vais user tout doucement les scories, les choses les couches un petit peu illusoires de moi-même, qui font que ma vision remplace la réalité. Et ce faisant, je vais pouvoir trouver quelque chose de plus, un peu comme l'eau, de plus adaptatif, mais en même temps de très fort. Parce que vous voyez, dans les éléments naturels, l'eau, c'est quand même une force dans la nature, hein. Elle est capable de venir à bout de tout, même du métal, et en même temps, elle est très, comment dire, fluide, c'est-à-dire que elle prend différents états. Elle peut à la fois être liquide, et donc contourner les obstacles, ou bien même les submerger. Elle peut être solide, donc devenir résistante. Elle peut aussi s'évaporer, donc devenir fine, devenir extrêmement mouvante. Et ces qualités-là, hein, un petit peu comme disait Bruce Lee, hein, sois comme l'eau, mon ami, vous soyez comme l'eau. C'est-à-dire que changer d'état, mais pas de nature. L'eau reste toujours l'eau, quel que soit son état. Donc sa nature, c'est l'eau, mais son état, liquide, gazeux ou solide, hein, est quelque chose qui dépend du climat, des conditions extérieures, et qui correspond tout à fait avec la situation présente. Alors, vous voyez un petit peu le lien ici sur l'émotion, c'est que souvent l'émotion, c'est une expression, une libération de ce qui est à l'intérieur de moi et qui correspond. Donc, par exemple, si je suis en colère dans une situation, c'est pas la peine de me réprimer en me disant la colère, c'est pas bien, c'est une émotion négative. Il n'y a pas d'émotion négative. Il y a de la négativité introduite par la durée. C'est-à-dire que si la colère perdure, eh bien, je vais me retrouver dans une situation de crise. Parce que c'est comme si je prends un marteau puis que je me tape tout le temps sur la tête, au bout d'un moment, au début j'aurai une bosse, puis au bout d'un moment ça fait un trou. Et je vais être mal à l'aise. Parce que c'est faire quelque chose de continu. Or, la vie, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Et le travail au niveau de soi-même et des émotions, c'est apprendre que l'émotion est une énergie, et étant énergie, elle ne doit pas se figer. Si elle se fige, c'est mourir à petit feu. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui rentrent dans cet état où elles vont se ronger l'intérieur, et souvent ça donne des personnes âgées qui sont physiquement étriquées, et mentalement complètement absorbés dans leur réticence, dans leur peur, dans leur envie de conserver les choses, de contrôler, et qui vont souvent faire souffrir aussi autour d'elles parce qu'elles sont tyranniques. Et ce n'est pas une critique hein, de cet état, c'est une façon de se développer, mais si on regarde la chose, souvent ce sont des personnes aussi malheureuses. Alors, dans le cas où vous voudriez être un petit peu heureux, il faut aussi donc balancer un petit peu ces émotions, c'est-à-dire leur laisser la place, mais sans se laisser submerger. Parce qu'après, il y a l'autre versant, qui est celui des hypersensibles, entre guillemets, qui sont personnes, disons, très sensibles. Après, il y a différents degrés. Et on ne va pas forcément réussir à changer sa structure individuelle, mais dans une certaine mesure, on peut quand même la faire évoluer. Pour ce faire, eh bien, c'est déjà reconnaître que l'émotion
c'est une simple expression d'une énergie qui est en mouvement. Donc, comme je le disais, c'est quelque chose que il suffit, entre guillemets, d'observer. Lorsque je me mets en colère, lorsque je suis joyeux, lorsque je suis triste, hein, lorsque il se passe quelque chose en moi, je suis présent à ce mouvement, à ce souffle qui va venir modifier l'état intérieur, mais qui va aussi entrer en résonance avec l'état extérieur, et qui, dans la rencontre des deux, va donner une alchimie. Et cette alchimie va transformer ma propre vision. Et au fur et à mesure, je vais devenir aussi créateur. C'est-à-dire que je vais transformer les choses, les objets qui sont à ma portée dans ma propre conscience, et qui vont devenir réalité, sous une forme ou sous une autre. Alors, si on regarde bien, je reprends les deux points. La première, c'est le travail sur donc l'alimentation, qui va manifester finalement un état intérieur. Mais en travaillant le physique, eh bien, je vais peut-être permettre à mon état intérieur de trouver un moyen de se fluidifier, de trouver de l'amour pour soi, pour moi-même, et puis une sorte d'acceptation qui va ouvrir vraiment le corps et l'esprit. La deuxième chose, c'était la nourriture interne, avec les émotions en particulier. Je vais pouvoir trouver dans les choses de mon quotidien à la fois le plaisir de la vie, c'est-à-dire par exemple, je vais au travail et puis j'ai fait du bon boulot et je suis satisfait de ce que j'ai fait, même si les autres peuvent en juger autrement. Et moi, je suis content de ce que j'ai fait, donc c'est déjà quelque chose qui est une ouverture, une libération de mes énergies. Et puis de l'autre côté, lorsqu'il y aura un passage un peu plus difficile, c'est me rendre compte que cette résistance est en moi et la reconnaître telle qu'elle. Ça ne veut pas dire que je dois me changer, mais je sais que la résistance est en moi. Et peut-être que si ça résiste un petit peu moins à l'intérieur, peut-être qu'à l'extérieur, ça sera aussi un peu plus facile. Alors, le troisième point, c'est l'évolution au niveau du mental. Ça, c'est un petit peu plus difficile, parce que la nourriture du mental, souvent on la confond avec la partie intellectuelle. C'est-à-dire, c'est important, en tout cas c'est intéressant dans nos sociétés, même en général, d'avoir l'intelligence des choses. Il y a différentes peut-être façons d'exprimer son intelligence. Ça peut être de manière manuelle, ça peut être de manière intellectuelle, ça peut être sous une forme artistique, créative, ça peut être sous la forme d'un leadership, ça peut être sous la forme d'une certaine science, certaines connaissances. Voilà, il y a différentes formes que peut prendre l'intelligence. Mais de manière générale, cette intelligence qu'on appelle parfois manas, qui est le pouvoir de l'esprit, est souvent un petit peu faux-folle, c'est-à-dire que peut-être c'est votre cas, vous voyez que vous avez tout le temps plein d'idées, mais pour les réaliser, ça part un peu en vrille, et donc les projets n'aboutissent pas ou ça se passe pas bien. Et puis parfois au contraire, je n'ai pas la force de rassembler mes idées, j'arrive pas à avoir une idée bien cadrée de ce que je veux faire, et puis du coup il y a rien non plus qui démarre, ou c'est catastrophe. Ça peut être bien sûr au niveau manuel, il y a des personnes qui se débrouillent pas du tout avec leur corps, il y a des raisons physiques, mais il y a aussi un principe de structure individuelle. Et derrière ce fonctionnement-là, eh bien en fait je vois que souvent j'ai des peurs qui peuvent lier à différentes origines. Ça peut venir de ma famille, ça peut venir de mon éducation, de mes expériences de vie, ça peut venir d'autres vies, ça peut venir d'énergie inconsciente, ça peut venir aussi d'une transmission de la nature, des forces minérales, végétales ou animales. Ça peut venir aussi d'une très grande sensibilité à mon environnement. Enfin voilà, il y a plein de sources, elles sont innombrables. Et donc, cette résistance, cette peur des choses fait que je vais m'empêcher à un certain niveau, peut-être pas de manière volontaire, mais en tout cas inconsciemment, je vais m'empêcher d'aller dans cette direction. Par exemple, j'aimerais bien, j'aimerais bien travailler dans le domaine de la musique, peut-être avoir mon propre groupe, écrire, faire des chansons. Mais dans la famille, dans le cadre qui me proposait, à l'école, on m'a toujours dit que c'était très dangereux, que le milieu artistique,
c'est extrêmement difficile, qu'il y en a peu qui réussissent. Et du coup, j'ai cette sensation-là que c'est mon envie, mais que je vais me latter. C'est-à-dire que il y a les choses que je désire, et puis il y a la réalité. Et les deux sont opposés. Alors souvent, cette image qui est plaquée, ce réalisme soi-disant, parce que les gens disent, mais oui, parce que quand on se latte, les gens nous disent, bah oui, je te l'avais bien dit. Et puis quand on réussit, elles disent plus rien, mais elles ne font pas bouger leur avis parce qu'elles sont crispées sur un aspect de la réalité. Effectivement, tout le monde n'est pas voué à être artiste, mais c'est seulement en le faisant qu'on le découvre. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin de cette expérience, peut-être pas pour devenir artiste, devenir musicienne, mais pour vivre une expérience particulière qui va les faire grandir, peut-être qui va les rapetisser momentanément, mais qui va donner quelque chose. Et donc, si j'ai peur de m'engager dans ce projet, je vais peut-être me retrouver comme commercial ou bien derrière un bureau où je vais peut-être gagner ma vie correctement, mais je vais m'ennuyer ou au pire, je vais me sentir vraiment en grande souffrance. Et bien que tout le monde ne puisse pas forcément faire des choses qui lui plaisent ou que 100% de notre travail ne nous plaît pas forcément, ça c'est plutôt évident, je peux quand même créer de l'amusement dans la vie et en particulier dans la profession parce que j'y passe quand même beaucoup de temps. Donc ça serait malheureux de ne pas pouvoir prendre plaisir à ce que je fais un minimum. C'est quelque chose que je peux introduire par moi-même, par la vision que je projette sur les choses. Mais c'est aussi un travail sur laisser l'accès à mes peurs, parce que souvent on veut les chasser, on veut enlever tout ce qui apparaît comme négatif. Mais en fait, au niveau mental, la peur, elle est là comme un warning, c'est une alarme pour dire attention, il y a quelque chose un petit peu de dissonant. Alors ça peut être à l'intérieur, c'est-à-dire comme je le disais, il y a une résistance. Par exemple, je veux gagner de l'argent parce que j'ai peur de me retrouver à la rue. Donc, je vais foncer dans les études. Et puis, je vais tout faire aussi pour être toujours devant. Donc, il y a cet esprit de compétition. Mais même si c'est peut-être positif pour la réussite professionnelle, ou peut-être pour le sport ou certaines activités, ça peut aussi faire que, par exemple, dans mon couple, je suis toujours à l'affût. Je regarde s'il n'y a pas une personne dans l'entourage de ma femme ou de mon conjoint qui serait peut-être plus riche, plus beau, plus intelligent, plus jeune, qui aurait plus que moi et qui pourrait attirer ma conjointe ou mon conjoint. Et ça peut donner une extrême jalousie parce que dans ce désir de compétition et de perfection, je le projette aussi comme une insécurité générale. Et donc, je vais le mettre non seulement dans l'aspect matériel financier, mais aussi dans l'aspect affectif, mais aussi dans l'aspect émotionnel, mais aussi dans l'aspect énergétique. Et donc, ça va donner des dérives. Et ce travail-là, c'est quelque chose qui est plutôt difficile à partir du moment où le mental s'en mêle. Si je suis quelqu'un de pas trop mental, c'est-à-dire plutôt intellectuel, parce que les intelligences, comme je disais, il y en a plusieurs, hein, émotionnelles, physiques, etc. Mais si je suis plutôt intellectuel, ça c'est assez difficile, parce que lâcher les pensées, la réalité, enfin l'assimilation des pensées à la réalité, c'est souvent difficile pour les gens. Quand je m'en fais pas et que je prends les choses telles quelles, c'est souvent plus facile, même si il y aura toujours du travail pour chacun. Alors dans cette approche de la réalité par le mental, bien sûr les autres aspects physiques et émotionnels vont s'en mêler. Donc dans l'aspect physique, je vais voir que par exemple, je vais me faire mal au genou ou mal au dos. Donc ça veut dire que dans la situation où je suis, il y a quelque chose qui bloque. J'ai un organe qui peut s'enflammer. Si j'attends de nombreuses années, je peux avoir quelque chose de relativement grave et d'assez ingérable, dont je ne comprends pas l'origine, mais qui est simplement l'accumulation de toutes ces énergies réprimées. Et puis, j'aurai souvent des signaux quand même qui vont me prévenir. Des maux de tête réguliers, je peux avoir aussi des blocages articulaires, je peux avoir des problèmes à digérer les choses. Voilà, je peux avoir des reflux gastriques, des choses comme ça. Je peux avoir des allergies qui vont me prévenir, qui vont me pointer le problème, mais c'est à moi de l'entendre. Et puis de l'autre côté, au niveau émotionnel, si le mental est déréglé et qu'il s'accroche à une peur ou à une identification à un objet, par exemple la colère, je m'identifie à la colère, et bien le mélange de l'émotion colère et du mental donne souvent quelque chose de catastrophique. Parce que le mental c'est la raison, l'émotion c'est plus l'intuition des choses, sur quelque chose
Si on fait un peu caricatural, on va dire la raison, le masculin, et l'émotion, le féminin, même si ce sont les principes féminins et masculins qu'on pointe, pas les hommes et les femmes forcément, même si peut-être que les femmes sont peut-être plus émotionnelles et les hommes plus logiques, mais c'est pas vrai pour chacun. On est un petit peu féminin et masculin, hein, tout le temps, mais en différentes proportions. À nous de nous équilibrer. Et donc, cet échange mental et émotionnel va faire dériver l'expression de la colère. Donc, par exemple, j'ai l'impression que je suis le troisième de la famille et puis j'ai l'impression que je suis le moins considéré. Voilà, je suis petit Calimero, on me tape toujours dessus, j'ai pas de chance, c'est toujours sur moi qu'on crie, et puis j'ai rien fait. Donc j'ai cette sensation-là quand je suis jeune. Quand je serai adulte, je vais peut-être continuer à projeter cette sensation-là. Alors il se peut que je réussisse, entre guillemets, que je devienne par exemple chef de projet, mais quand je vais gérer mon équipe, je vais toujours en avoir un qui va refuser mes ordres et qui va m'en faire qu'à sa tête. En tout cas, je vais le ressentir comme ça, comme un affront personnel. Alors que peut-être que simplement la personne ne comprend pas ce que je dis ou a son autonomie, et que c'est un point fort de sa personne, donc à moi en tant que chef de projet de la gérer. Mais comme j'ai une atteinte personnelle, je vais tout prendre vis-à-vis de moi-même, comme une menace qui pointerait vers mon individu. Et cette situation fait que je vais, à chaque fois que je vais voir cette personne, je vais guetter le moindre signe de rébellion. Et par exemple, si je propose à tout le monde d'aller manger un repas, puis cette personne dit non, moi je suis occupé, peut-être que cette personne est tout simplement occupée, mais moi je vais considérer qu'en fait elle fait ça juste pour m'ennuyer. Et je vais ajouter toutes ces petites choses-là. Et ça va donner une loupe qui va déformer, un prisme qui va déformer la réalité. Et cette action est finalement originellement du mental, qui est une mésinterprétation des choses, qui est une centration avec une identification de la situation, avec une atteinte à ma personne propre. Donc le fait que à chaque fois j'ai l'impression qu'on m'en veut. Cette identification-là fait que émotionnellement, ça va prendre feu. Et du coup, le foie, la colère et tout ça, ça s'agite. Et je vais aussi, du coup, au niveau physique, peut-être avoir des problèmes au niveau de la vésicule biliaire, et puis faire des calculs, ou bien avoir des reflux, des problèmes digestifs, parce que j'ai cette emprise d'une émotion qui finalement en fait est aussi relative à un aspect mental de structure individuelle. Si vous m'avez suivi. Voilà. Donc dans les aspects alimentaires, émotionnels, mental, on peut aussi ajouter, même si je ne l'ai pas traité en premier, l'aspect physico-énergétique. C'est-à-dire que le corps, qui pour moi est énergie, va répondre à différents stimuli, si je me trompe pas, un stimulus, des stimuli, et cette interaction avec mon environnement va traduire des différents liens générationnels, différents liens culturels, différents liens éducatifs, différents liens de ce qu'on appellerait l'esprit, c'est-à-dire que c'est la conscience en fait, qui va se jouer dans le corps et qui va traduire une certaine liberté ou un certain emprisonnement. Donc c'est pour ça que je dis physico-énergétique et que je n'ai pas pris le corps en premier et que je le prends seulement maintenant. Donc le corps dans son aspect énergétique. Alors, à ce niveau-là, pour travailler sur la nourriture qui va m'être adaptée, donc là je parle pas de l'alimentation, mais je parle de la respiration, c'est-à-dire de ce qui est subtil et en même temps qui peut aussi être très concret. Dans ces aspects divers et variés, on peut voir bien sûr que la respiration comme au yoga est importante. On remarque d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui respirent très haut, qui ont le souffle presque au niveau de la gorge, alors que les personnes qui sont plus calmes font descendre la respiration plutôt dans le ventre, ce qu'on appelle la respiration abdominale ou ventrale. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer, mais en fait ça se fait naturellement. Si on relâche les émotions, les tensions dans le diaphragme, la respiration va naturellement descendre dans le bas-ventre.
Et puis, après, on voit aussi la respiration énergétique, les souffles qui sont un échange, une interaction avec notre univers, notre environnement. C'est quelque chose qu'on a aussi par les 5 sens, la vision, le goût, l'odorat, tous nos sens, le toucher. Et bien sûr, l'ouïe, ce sont des échanges permanents énergétiques qui vont venir agrémenter notre quotidien ou, au contraire, nous irriter. Par exemple, si je suis en ville, que je suis le soir, j'ai envie de dormir, et puis que j'entends les klaxons, une alarme, les chats qui miaulent, les voisins qui se disputent et tout ça, le son va me devenir vite pénible. Par contre, si je suis dans un coin magnifique, à la campagne, avec peut-être, si j'ai la chance d'être dans une région chaude, peut-être les criquets, et puis la sensation, l'atmosphère un petit peu du soleil couchant et tout ça, qui, avec une douce chaleur, va venir me bercer. Évidemment, les nourritures sont différentes. La façon dont je vais capter l'énergie va travailler plutôt dans ce sens-là, d'un côté bénéfique. Alors, pour aider le corps, il faut du coup choisir son environnement. Les personnes aussi qui vont m'accompagner. C'est pour ça que le choix de son lieu d'habitation est important, non seulement pour la pollution, parce que ça peut jouer sur mon état de santé et du coup mon état de bien-être, mais aussi énergétiquement. Si par exemple je suis sous les ondes en permanence, par exemple sous une antenne relais, ou à côté d'une usine chimique, ou comment dire, à 2 pas de, je ne sais pas moi, peut-être un atelier qui travaille H24 et qui fait du bruit tout le temps, c'est quelque chose qui va polluer mon énergie et donc polluer mon individu. Il faut pas non plus penser que il faut éliminer toutes les sources de pollution, mais c'est quand même souvent plus facile d'être dans un endroit qui est relativement tranquille et pas trop embêté par des choses qui sont menaçantes pour ma santé et mon bien-être. Si je suis dans un environnement qui n'est pas facile, je peux m'adapter. Ça, c'est toujours possible. Mais dans la mesure où je peux m'entourer de choses qui me sont bénéfiques, pourquoi ne pas le faire? Et puis ensuite, c'est agir dans l'intention correspondante à, entre guillemets, ma propre justesse. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de travail. Donc, si je suis manuel, mais que dans ma famille, on m'a dit, non, mais faut que tu sois médecin ou avocat ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si c'est encore prestigieux aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui fuient ces études-là. Hein, c'est plus si populaire que ça. On manque de médecins. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être moins apprécié, mais ça reste quand même prestigieux. Je vais devenir une personne avec un haut statut dans la société professionnelle, mais je vais peut-être être simplement malheureux parce que moi tout ce que je voulais c'est peut-être devenir ébéniste ou bien peut-être je sais pas moi faire du pain ou des choses comme ça. Donc c'est ce choix et l'intention que je mets au départ, parce que si je n'ai pas le courage d'aller au bout de ce projet qui est en graine en moi mais qui finalement n'est jamais cultivé, eh bien ma vie risque au final, si je fais le bilan avec le recul, risque de me paraître un petit peu sombre. Alors que si j'ose un grain de folie et que je me permets d'exister dans toutes les énergies qui me constituent, donc ce grain de folie, ça peut être par exemple aller vers les arts, ou bien délaisser un métier intellectuel pour aller vers du manuel, ou bien à l'inverse, aller du manuel vers l'intellectuel. C'est toute cette audace dont parfois je manque qui va me permettre de vivre mes énergies correctement. Et ça, c'est ce que j'appelle le corps énergie. Et puis aussi, finalement, peut-être que si vous connaissez un petit peu les vidéos que je propose, c'est que c'est mon dada, le travail énergétique par les arts du corps, tout ce qui est yoga, qigong, les arts martiaux, peut-être aussi certaines danses ou des pratiques comme l'ikebana, peut-être travailler sur une expression artistique mais avec le corps comme la calligraphie, sont des choses qui peuvent aussi travailler sur un enracinement, c'est-à-dire être posé dans les choses. L'enracinement, c'est le fait d'avoir le contact avec l'endroit où je suis. Donc par exemple là je suis assis,
c'est avoir ce contact parfait avec la chaise et pas simplement d'être en train de parler et de ne pas être en relation avec le support sur lequel je suis. En fait, la chaise et moi ne faisons qu'un. Et puis, travailler sur cet axe, c'est-à-dire cette liaison des énergies les plus concrètes, les plus denses, et vers les énergies les plus subtiles, mais en même temps en passant par quelque chose qui va permettre une manifestation et une rencontre de ces deux énergies. C'est quelque chose qui s'expérimente et que je ne vais pas développer ici, mais qui fait partie du travail sur l'énergie. Et donc le corps énergie, c'est vraiment les choix que je fais de manière plus générale. Donc finalement, ça englobe aussi les 3 premiers domaines dont j'ai parlé. Et évidemment, je n'en parle pas, mais c'est parce qu'en fait, finalement, en abordant le corps énergie, la nourriture spirituelle devient évidente. En fait, l'aspect spirituel, c'est celui qui comprend tout, parce que l'aspect spirituel, c'est la nourriture physique que j'ingère, c'est la façon dont j'équilibre mes émotions, c'est les pensées que j'ai et la façon dont je les gère aussi, et puis l'énergie que je déploie dans le quotidien, aussi bien dans mon action que dans mes passions, et puis dans la connaissance des choses. L'énergie se fait à tous les niveaux, et du coup, ça ouvre au niveau cosmique, au contact avec soi-même, soit non pas en tant qu'individu, mais en tant que réalisation de la totalité. Et ça, c'est quelque chose bien qui peut se faire à tous les étages, mais qui aussi les transcende. Et c'est pour ça que je n'en parle pas vraiment, parce que c'est difficile d'expliquer ce niveau-là. Mais au niveau de la nourriture spirituelle, en fait, c'est pas quelque chose qui se trouve dans les livres, c'est pas quelque chose qui se trouve dans les mots, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se reconnaît, puisque c'est intrinsèque à toute chose, à tout être. Mais même si c'est en soi, souvent on a besoin d'extérieur pour le refléter, pour le reconnaître. Et c'est pour ça qu'en fait, les points que j'ai abordés, finalement, sont plus importants que de parler de la spiritualité, puisque la spiritualité est évidente à partir du moment où au moins un des points est approfondi. Et dans la mesure du possible, de peut-être tout approfondir, mais là, c'est peut-être un long chemin. Voilà pour ce long exposé sur les nourritures qui nous nourrissent et les possibilités aussi d'avancer au sens d'une ouverture. Mais soyez bien, passez une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt.